Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire Sans glypho, je fais comment? Je me présente, je suis Marion Ivaldi, rédactrice en chef de Vitisphère. Je suis ravie de vous accueillir pour ce premier épisode de notre série Les webinaires techniques de Vitisphère, réalisés en collaboration avec l'IFV. Le glyphosate, ou plutôt comment entretenir les sols sans l'utiliser, est le thème de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Les restrictions de son usage sont au cœur des problématiques de gestion de vos exploitations. Nous allons voir quelles solutions s'offrent à vous et bien évidemment parler travail mécanique du sol. Mais sans plus attendre, j'accueille nos deux intervenants. Christophe Gaviglio, expert de l'IFV, et Frédéric Sornin, viticulteur bio dans le Beaujolais. Vous êtes tous les deux experts de l'entretien du sol et nous allons commencer avec vous, Christophe. Pour se passer de glyphosate, vous préconisez de d'abord réaliser un diagnostic précis. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, merci Marion et bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux à nous écouter ce soir. Alors effectivement, avec cette problématique sans glyphosate, je fais comment? À mon avis, il faut commencer par se poser des bonnes questions et donc poser un diagnostic sur sa situation et sur les options qu'on a à notre disposition pour faire ça. Alors, ce premier diagnostic, en fait, cette première étape, consiste à poser tout simplement le constat que les alternatives à l'usage du glyphosate ont peu de persistance d'action. Voilà, c'est comme ça. Le deuxième constat, c'est qu'on a une forte sensibilité au sol et au climat par rapport à l'efficacité des méthodes qu'on va mettre en place. Troisième point, il y aura donc plus de temps de travail à prévoir. C'est la conséquence directe. Et donc, il y a aussi probablement un petit peu de formation à prévoir pour permettre de mieux prendre en compte l'ensemble de ces paramètres. Donc, ça fait quand même 3 points importants: peu de persistance, le climat, le sol et un besoin de formation. Alors, quels sont les paramètres importants à évaluer dans cette phase de diagnostic pour prendre en compte ces paramètres et mieux anticiper les actions à mettre en place? D'abord, la surface de l'exploitation. Pourquoi? Parce que toute augmentation de la charge de travail sur l'exploitation va potentiellement créer un goulot d'étranglement pour la quantité de travail globale. Il va y avoir probablement à certaines périodes une compétition entre les différentes interventions pour l'entretien du sol, pour la protection phytosanitaire ou pour l'entretien, les travaux en verre. Et tout ce qu'on veut éviter absolument, a priori, c'est qu'il y ait un arbitrage à faire entre la protection phytosanitaire et l'entretien du sol, puisqu'on sait en général qu'on donne la priorité à la protection phytosanitaire. Donc, on veut éviter de se trouver dans cette situation-là. Donc, on sait qu'il va y avoir peut-être un ratio dont il va falloir parler entre surface d'exploitation et surface réalisable avec un ensemble tracteur, outils, chauffeur. Alors bien sûr, toutes les exploitations n'ont pas la même structure, n'ont pas la même mécanisation, n'ont pas voilà, la même quantité de main-d'œuvre. Et nous, on parle d'une cote mal taillée autour de 10, 12, 15 hectares pour un ensemble tracteur, outils, chauffeur. Alors bien sûr, ça se décline fortement en fonction des contextes pédoclimatiques. Et globalement, dans des situations plus favorables, on va être vers 20-25 hectares. Et dans des situations peut-être avec une plus forte influence océanique, avec plus de précipitations et donc plus d'herbe qui pousse, pour dire les choses simplement, eh bien, on va être sur des valeurs un peu inférieures. Donc, deuxième paramètre, pour savoir où on va, c'est quel est l'équipement dont on dispose et quel est l'équipement dont on a besoin. C'est un paramètre important de la réalisation, mais aussi en termes d'investissement et donc capacité de financement éventuellement de l'équipement à acheter. Troisième paramètre, un petit point sur la flore sur le vignoble. En effet, quand on n'a plus de glyphosate sur l'exploitation et qu'on va utiliser seulement des alternatives avec peu de persistance d'action, une action foliaire ou pas forcément très durable dans le temps, on va devoir gérer en particulier les vivaces de façon un petit peu différente. Donc, il va falloir s'habituer à
caractériser où sont les vivaces, quelle est leur répartition géographique sur l'exploitation, pour peut-être envisager un traitement différencié de ces zones-là et éviter de les disperser, de les disséminer avec des outils, par exemple, qui pourraient les couper en petits morceaux et aller les repiquer un petit peu partout sur l'exploitation. Donc la flore, c'est important. C'est quelque chose qui va bouger avec le temps. Hein. Moins on utilise d'herbicides, plus la flore va évoluer. Et donc, il faudra toujours avoir un œil dessus pour savoir ce à quoi on a affaire. Et quand on sait ce à quoi on a affaire, eh bien, on oriente le travail un peu différemment, notamment en termes de profondeur de travail, à l'enracinement, au mode de multiplication végétative ou pas des plantes, etc. Quatrième paramètre, la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est est-ce qu'on a soi-même les capacités pour utiliser ces matériels, ou est-ce qu'on a besoin de formation? Est-ce qu'on a du personnel qualifié et intéressé aussi par l'utilisation des méthodes ou des matériels alternatifs aux herbicides, et quels sont leurs besoins? Un petit point important quand même, l'état du vignoble, puisque quand on va venir intervenir avec des méthodes aratoires ou des méthodes alternatives aux herbicides de manière générale, on va agir très près du pied de vigne, et donc plus le vignoble est régulier, droit, bien implanté, plus ça sera facile en fait pour des matériels d'intervenir près des pieds de vigne. Inversement, dans un vignoble un petit peu âgé avec des pieds tordus qui ont tout leur charme, mais bon, c'est un petit peu plus compliqué pour les outils d'intervenir de manière précise et sans risque pour désherber très près de la souche. Et enfin, le sol peut être un élément important en fait, de réflexion, parce qu'il va falloir apprendre où est-ce qu'il essuie le mieux, où est-ce qu'on va pouvoir intervenir de manière prioritaire un peu pour hiérarchiser les interventions et avoir les fenêtres d'intervention les plus larges possibles, ou du moins essayer de les optimiser. Donc l'exploitation, le matériel, la flore, la main-d'œuvre, l'état du vignoble, le sol, tout ça joue énormément sur la manière dont on va aborder les alternatives aux herbicides. Alors, deuxième étape, après cette phase de diagnostic, quelles sont mes options pour se passer de glyphosate en particulier? Bon, eh bien, on va pouvoir éventuellement utiliser donc le désherbage mécanique. En haut à gauche, on va pouvoir utiliser donc en haut au milieu des solutions de biocontrôle, pourquoi pas, avec l'efficacité qu'on connaît et les limites qu'on connaît, c'est-à-dire des conditions d'application assez précises en termes de luminosité, de température, et il y a un coût aujourd'hui qui est élevé puisqu'il y a un dosage assez fort par hectare à appliquer sous le rang pour obtenir une efficacité correcte, avec, encore une fois, un effet foliaire seulement. En haut à droite, l'illustration d'une autre possibilité qui est le paillage, c'est-à-dire recouvrir le cavaillon, puisque bon, c'est là que c'est difficile, hein, on parle de désherbage du cavaillon, avec une quantité de matière, une épaisseur de matière qui va empêcher ou freiner du moins les levées, les germinations des adventices. Alors il y a différentes façons de procéder à ce paillage, hein. On peut épandre comme ça de la matière avec un matériel, ou on peut aussi dérouler des feutres végétaux. Alors cette solution est à mon avis assez coûteuse, est à réserver à mon sens plutôt à des plantiers qu'à des vignes en place. On est sur un ordre de grandeur de 1 € par mètre linéaire déroulé pour une tenue dans le temps de 2 à 3 ans. Donc ça vous donne un ordre d'idée du coût, mais c'est vrai que pour des vignes en pente ou difficiles d'accès pour la phase de plantier, ça peut être intéressant. Toujours pour des sols légers, des sols peu profonds, avec des problèmes d'érosion, de pente, etc., on a la possibilité du désherbage thermique, donc en bas à gauche. Donc, quelques ordres de grandeur aussi par rapport à cette technique. Donc, c'est entre 20 et 40 kg de gaz propane par hectare pour une intervention, un effet foliaire seulement,
et donc de nombreuses interventions. Mais c'est vrai que c'est un moyen de ne pas toucher le sol quand on est dans une situation de forte pente ou de dévers. Voilà. Après, en termes d'efficacité, ces matériels n'ont pas à faire leur preuve, ça marche, à condition qu'on intervienne sur des adventices jeunes. Le phénomène de bulle d'air chaud, qui était autrefois un reproche associé à ces matériels, aujourd'hui est bien maîtrisé techniquement. On a des radiants très directifs qui ne brûlent plus la végétation de la vigne. Petit point intéressant, on peut utiliser le désherbage thermique en situation très humide, enfin humide, pas forcément très humide, simplement parce qu'on va avoir une vaporisation de l'eau qui est présente au sol, qui va aider à mieux désherber l'herbe en conditions sèches, c'est-à-dire qu'il va y avoir la vapeur va englober de façon plus efficace les parties des adventices à détruire. Autre solution, utiliser des brosses abrasives au sol pour une maîtrise des couverts végétaux. Donc ça c'est une solution qui peut se pratiquer toute l'année, pourquoi pas, qui peut être aussi un très bon complément au désherbage mécanique avec les outils aratoires en début de saison, par exemple, si les conditions de sol ne permettent pas d'intervenir dans un sol trop humide. Donc, il y a une action sur les pampres aussi qui peut être intéressante. Et pour avoir une efficacité de désherbage comparable aux précédentes, finalement, il faut intervenir très fréquemment avec ce genre de solutions qui ont une abrasion au sol. La dernière solution, la dernière option que j'évoque sur cette diapositive, c'est le désherbage électrique. Je l'évoque très rapidement puisque ça fait partie des travaux en cours donc avec le constructeur qui est Zasso X-Power, qui s'est associé avec Newland. Nous sommes en train de l'évaluer du point de vue technique, efficacité, temps de travail, etc. Et on a des premiers résultats qui sont assez prometteurs. Si je l'évoque aujourd'hui dans ce webinaire sur sans glypho, je fais comment, c'est que une des principales revendications du désherbage électrique, quand ça fonctionne, c'est d'avoir un effet racinaire, du fait qu'il y a un arc racinaire qui se crée entre deux électrodes et qui passe dans le sol, et donc qui pourrait aussi avoir une destruction un peu plus importante des adventices que les alternatives précitées. Donc voilà, je vais en rester là sur ce panorama des alternatives possibles. On pourra peut-être revenir sur l'une ou l'autre des solutions au travers des questions. Et puis, je vais faire un focus maintenant sur la première que j'ai citée, c'est-à-dire le désherbage mécanique. Alors, pourquoi un focus sur le désherbage mécanique aujourd'hui? Puisque c'est tout simplement l'alternative la plus transférable en l'état aujourd'hui au plus grand nombre. D'une part, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a quand même pas mal d'expérience, il y a des possibilités de formation, il y a un choix important en termes de matériel, d'association de matériel pour adresser le maximum de situations possibles. Alors, quelques grands principes quand même en désherbage mécanique, et je pense que ce qu'on va dire là va être, je pense, en accord avec le témoignage de M. Sornin tout à l'heure. La première des choses, c'est anticiper, c'est-à-dire ne pas toujours courir derrière l'herbe. Avoir en tête que la gestion du sol va devenir une nouvelle priorité et va imposer de l'observation pour anticiper les interventions et éviter de se mettre dans une situation où c'est difficile en fait de rattraper l'herbe qui s'est développée. Il faut s'imaginer qu'un grand volume d'herbe en surface, ça veut dire un grand volume de racines en dessous. Et s'il y a un gros volume de racines en dessous, finalement, c'est ça qui tient la terre. Et c'est beaucoup plus difficile d'obtenir la dissociation herbe-terre. C'est le principe du désherbage mécanique. Donc, plus les herbes sont petites, plus c'est facile d'avoir ce fractionnement et cet effet de désherbage. Deuxième point, gérer les déplacements de terre, puisque tous les outils de désherbage mécanique vont induire un déplacement de terre plus ou moins important. Et ça va être quelque chose à prendre en compte de manière systématique pour conserver un cavaillon un petit peu formé afin de ne pas avoir à creuser en permanence avec les outils. C'est ce qu'il faut éviter, parce que si on creuse en permanence avec les outils, c'est là qu'on va abîmer le réseau racinaire de la vigne. Donc, gérer les déplacements de terre induits par les outils pour conserver un cavaillon formé.
Troisième point, alterner les outils. Alterner les outils un petit peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire un peu pour gérer les déplacements de terre, et puis aussi pour avoir l'outil peut-être le plus percutant, le plus efficace ou le plus rapide au moment où on intervient. Favoriser la vitesse, c'est voilà, de la même manière, dès que c'est possible, utiliser les outils les plus simples qui vont être les plus rapides à employer, puisque ça va être un enjeu important d'essayer, chaque fois que c'est possible, d'avoir des interventions rapides pour limiter justement le surcoût lié à la technique. Et prendre en compte le reste de l'itinéraire technique, pour moi c'est important aussi, puisque quand on est dans une phase de transition et qu'on n'a jamais été confronté au désherbage mécanique, eh bien, il y a de nouvelles problématiques qui se posent, notamment par rapport au relevage ou par rapport à l'épamprage. Alors le relevage, c'est simple, hein, les fils releveurs, quand ils sont au sol, c'est problématique pour la plupart des outils, même s'il y a des solutions. Donc on doit se poser la question soit du timing, soit de la hauteur à laquelle on laisse les fils releveurs, pour qu'ils soient quand même dans une position facile à utiliser pour le relevage après. Et puis l'épamprage, deuxième exemple, eh bien, si on n'utilise plus d'herbicides, c'est a priori pas pour continuer à utiliser des produits défanants sur les pampres, donc il va falloir apprendre à éliminer les pampres de manière mécanique, et voilà, de manière un peu plus délicate, dans la mesure où il va falloir peut-être ouvrir le cavaillon avant d'épamprer mécaniquement, sinon les pampres pris à la base dans le cavaillon sont beaucoup plus difficiles à éliminer. Voilà, ce sont deux exemples concrets en lien avec le changement de pratique. Ensuite, quelques considérations par rapport au cycle du désherbage. Se passer de glyphosate, c'est avoir en tête que ce qu'on va faire avec les outils, ce qu'on va faire avec le désherbage mécanique, eh bien, c'est une succession d'étapes en fait qui ont des incidences les unes sur les autres. Et donc, on est toujours en fait dans la recherche de préparer l'intervention suivante. Alors, ce petit cycle que je vous présente de manière très très simple, parce qu'on a très peu de temps, vise simplement à vous montrer qu'il y a 5 points de vigilance pour moi dans la saison. Alors, on pourrait discuter de ce chiffre-là. Ça ne veut pas forcément dire 5 interventions dans l'année, ça veut dire 5 moments clés où on peut se poser les questions de comment intervenir. Donc, typiquement, en sortie d'hiver, quand les sarments sont broyés, et donc on peut à nouveau rentrer dans les parcelles, y compris au niveau de l'état du sol, hein, on va avoir une première intervention qui peut être de la préparation plus que du désherbage, afin que au printemps, qui est la période critique, on puisse intervenir dans de bonnes conditions et ne pas être limité par un cavaillon qui serait beaucoup trop sali, entre guillemets, si on n'avait rien fait. La période estivale, on va devoir intervenir en fonction des conditions météo, de préférence avec des outils rapides. Autour de la récolte, ça sera dépendant vraiment du fonctionnement, enfin, du stade de développement des adventices. Est-ce que c'est gênant? Est-ce que c'est pas gênant? Est-ce que ça va poser un problème agronomiquement ou pas? Post-récolte, casser les levées automnales et pourquoi pas chausser les lignes pour se retrouver en sortie d'hiver dans une situation à nouveau favorable pour reprendre le cavaillon. Alors, je sais que c'est très très rapide, il y a peut-être beaucoup de façons différentes de faire, mais les idées générales sont là. Hein. Enfin, optimiser l'entretien du sol. Pour moi, c'est vraiment l'enjeu de cette transition qui se profile là, puisque pour certaines exploitations, ça va être pas très compliqué sur des petites surfaces de changer de pratique, de prendre le temps de le faire. Pour d'autres, en fait, il va y avoir vraiment un enjeu de temps de travail et de limiter ce fameux goulot d'étranglement qu'on peut avoir sur des surfaces importantes. Alors pour ça, il va falloir favoriser au maximum les combinaisons de pratiques, d'outils, pour que chaque intervention liée à l'entretien du cavaillon ne soit pas systématiquement une opération spécifique. Et donc, déjà, enlever le temps de travail spécifique à un passage, c'est pas mal. Favoriser la vitesse, c'est aussi choisir des outils passifs qui permettent de maintenir un cavaillon entretenu, même si finalement, c'est pas l'opération, l'intervention qui compte, mais par exemple, combiner avec la tonte de l'interrang et passer des rotors fesses
ou d'autres systèmes de binage passif. Ça permet de maintenir une vitesse de travail élevée, potentiellement combinée avec autre chose, et de la même manière de réduire les coûts. Et limiter le nombre d'interventions, eh c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça dépend bien sûr de la météo. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une intervention qui est bien anticipée et bien placée permet souvent d'accentuer l'effet de désherbage et de ne pas avoir à y revenir avec difficulté. Donc, c'est toujours l'idée de l'anticipation et du bon positionnement de l'intervention par rapport à la capacité intrinsèque de l'outil qu'on a. Donc, voilà pour l'essentiel. Je vais terminer peut-être mon temps de parole, si j'ai encore quelques minutes, avec quelques mots rapides sur l'innovation, c'est-à-dire ce qui se prépare, ce que certains constructeurs ont dans les cartons et pourquoi. Alors typiquement, parler de robotique aujourd'hui, c'est justement, ça paraît justement assez adapté, parce que la robotique s'adresse justement aux problématiques de temps de travail, de diminution de la pénibilité. Et donc, le binage du rang et la répétition des interventions, c'est typiquement le sujet numéro 1 sur lequel les constructeurs de robots se sont lancés. Alors aujourd'hui, on a différentes solutions électriques, hybrides, combinant un moteur thermique et pour fabriquer de l'énergie et de la motricité électrique pour la maîtrise finalement de la robotique, c'est-à-dire la maîtrise des commandes et des interventions, avec différents concepts qui sont assez différenciés finalement. Hein. Ça va du tout petit chenillard, alors tout petit, tout est relatif, hein. Il y a quand même peut-être 300 kilos, jusqu'à l'enjambeur robotisé de Vitibot, avec plus de 2 tonnes. On est quand même sur une mécanisation qui est globalement plus légère qu'une mécanisation classique. Ça veut dire en fait que c'est aussi une mécanisation qui cherche un peu son modèle technique, certes. Alors, il y a des choses qui fonctionnent bien hein, en termes de guidage avec le GPS, en termes d'efficacité du travail avec les outils Intercept. Ça marche plutôt pas mal, mais ça cherche surtout le modèle économique associé, puisqu'aujourd'hui, voilà, nous avons des prototypes de pré-série qui ont encore besoin d'un superviseur humain, c'est-à-dire une surveillance en fait, pour fonctionner, en attendant qu'il y ait d'autres développements techniques pour assurer le fonctionnement en toute autonomie et en toute sécurité de ces machines qui finalement font le travail à notre place. Voilà. Merci. Je vais en rester là pour ma part. Votre intervention a suscité déjà pas mal de questions. Je vous les poserai tout à l'heure. Je voulais aussi dire à nos auditeurs qu'ils peuvent télécharger la présentation via la console dans l'onglet Documents à distribuer. Et je me tourne vers Frédéric Sornin. Frédéric, vous êtes avec nous? Je crois. Vous êtes vigneron bio et vous avez une certaine expérience du désherbage mécanique. Vous m'avez confié que la première chose que les vignerons vous dites quand vous leur parlez désherbage mécanique, c'est qu'ils disent pour mon sol, ça ne sera jamais possible. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, je leur réponds qu'il faut surtout pas s'inquiéter pour passer au travail du sol, on va dire. Pas s'inquiéter. Alors, on va dire dans la mesure où les vignes sont 80% du vignoble aujourd'hui est travaillable techniquement. Donc, sur ces 80%, il faut pas s'inquiéter, tout va bien se passer. On va se mettre à travailler, on va se passer du glyphosate sans trop de soucis. Sur les 20% restants, là, ça va être plus difficile. Faut être clair. Et la deuxième chose qu'on vous quel retour sur investissement par rapport au matériel, je crois. Mais voilà, le retour sur investissement, il y a quelques années, la question pouvait se poser puisque, bien sûr, il faut acheter du matériel, on a encore le choix.
Aujourd'hui, on va dire que la question, c'est la première question qui vient à l'esprit, mais la question se pose quasiment plus, puisque aujourd'hui, le consommateur, il veut plus de ce fameux glyphosate, peu importe la raison, on va pas revenir là-dessus. Le consommateur, il en veut plus. Le fait est là. Donc, ceux qui vont pas prendre le virage et qui vont pas vouloir se mettre à anticiper ça, ils vont sortir du circuit. Malheureusement, c'est dur à dire, mais aujourd'hui, on n'a plus le choix. Il faut plus se poser la question de est-ce que ça va être rentable ou pas. Il faut y aller. Alors, comment on s'y met? Comment on s'y met? Eh ben, on commence par faire un petit diagnostic, comme Christophe a dit. On regarde un petit peu ce qu'on a comme tracteur, on regarde un petit peu ce qu'on a comme vigne, et puis on choisit du matériel, et puis on commence doucement, on s'affole pas, on y va doucement sur une petite surface, et puis on voit ce que ça donne, et puis après on augmente quand ça marche bien. D'accord. Et question coût, vous pourriez nous donner des références techniques? Question coût, c'est compliqué aussi à dire puisque c'est tellement variable d'une exploitation à l'autre, d'une région à l'autre, d'un mode de vignoble à l'autre. Si on parle du Beaujolais, pour ce que je connais bien puisque c'est ma région, on est planté à 1 mètre par 1 mètre avec beaucoup de vignes en coteaux, avec des gobelets bas, donc c'est très compliqué. Si après on part dans d'autres régions où on est planté à 2 mètres, à 2 mètres 50, à 3 mètres avec de la vigne dans la plaine, avec des sols qui vont bien, là c'est bien plus simple et bien moins cher. Vous pouvez nous donner un ordre d'idée? Alors, un ordre d'idée, pour un équipement, il faut compter, pour équiper un tracteur, bon, normalement, il faut compter entre 10 et 20 000 euros à peu près. Et puis, comme disait tout à l'heure Christophe, un tracteur, ben, quand il a fait 10, entre 10 et 20 hectares, c'est quand même un maximum. Donc ça vous donne le prix, des charges fixes de l'investissement. Et puis après, ben, le consommable, le consommable, c'est des heures. Faut compter 4 ou 5 passages dans l'année, à peu près, en allant de 4 heures pour des gobelets à 1 mètre jusqu'à, on peut descendre à 1 heure à l'hectare, à peu près, dans des parcelles qui vont plus vite, même moins, même moins. Je crois que vous avez aussi une activité de prestataire de service pour l'entretien mécanique du sol. Est-ce que c'est une solution que vous recommandez? Oui, bien sûr. Donc oui, en plus de mon domaine, donc j'ai une petite activité de fourniture de matériel, de prestations. Disons, on s'est fait un petit écosystème sur tout ce qui tourne autour du travail du sol, du désherbage mécanique. Alors, la prestation, c'est bien sûr que c'est une très bonne solution pour les gens qui veulent commencer, qui veulent regarder un petit peu ce qu'il y a comme matériel. Mais attention au prix. Je suis un peu prudent sur la prestation parce que, bien sûr, il y a du matériel, il y a un chauffeur, il y a du consommable. Donc, bien sûr, ça coûte un peu cher, c'est clair, parce qu'il faut déplacer tout ça. Donc, forcément, quand ça coûte un peu cher, on y va un petit peu sur la pointe des pieds. Et souvent, quand on fait intervenir un prestataire, on a tendance à le faire intervenir un petit peu moins souvent que quand on a notre matériel à nous. Donc, du coup, le prestataire, il arrive, c'est un peu tard, l'herbe est déjà un peu haute. Donc, souvent, c'est un petit peu le frein à la prestation, c'est qu'il faudrait faire de la prestation sans retenue, mais après, ben voilà, quoi, le prix est souvent un petit peu dissuasif, on va dire. D'accord. Alors, on va passer aux questions. Il y a Marie-Christine Guillem qui nous fait part de son expérience. Elle a un intercept qu'elle utilise sur toutes ses vies. Excusez-moi, Monsieur Sornin, je crois qu'il y a un écho. Est-ce que par hasard votre téléphone serait allumé? Oui, j'ai les deux là, j'ai les deux. Alors, il faudrait peut-être éteindre votre téléphone. Ok. Là, c'est bon? Ça va mieux là? Ça va beaucoup mieux, je pense. Donc, non, l'écho se fait toujours. On a donc Marie-Christine Guillem dit qu'elle fait 3 passages par an de son intercept, avec son intercept, mais elle rencontre un problème de ronces récalcitrantes qui s'étale sur tout le rang.
Du coup, ben, l'intercept est difficilement utilisable. Donc, quelle alternative proposeriez-vous à l'intercept? Peut-être Christophe? Oui, merci pour la question sur la partie la plus complexe, effectivement, hein, les vivaces, les ronces en particulier. Ici, pas de solution miracle. Il va falloir soit utiliser une solution qui va permettre de déraciner le maximum, alors type des cavaillonneuses, si on a suffisamment, enfin un cavaillon suffisamment formé qui permettrait d'aller chercher un petit peu de profondeur pour extraire ces parties-là. Et puis après, si c'est possible, mais je suis conscient que c'est un travail de Romain, c'est extraire ça après, alors manuellement ou avec un système de râteau pour enlever le maximum d'éléments qui pourraient se repiquer sur le rang après. Mais aujourd'hui, c'est vrai que sans produit, sans effet systémique, toutes les problématiques de vivaces vont être à régler soit avec un peu plus de travail et du déplacement de terre qui va aller chercher les organes de conservation, les racines, les rhizomes, et un travail manuel complémentaire pour nettoyer au maximum. Alors, je sais que c'est un peu difficile à entendre, mais en l'état actuel des choses, pas mieux. Alors, Marie-Christine pose la même question pour les prêles. Vous avez la même réponse? Alors, pour les prêles, déjà avec les herbicides, les prêles, c'était compliqué. Hein même si personnellement, ça fait longtemps que j'utilise plus d'herbicides, mais oui, malheureusement, on n'a pas de solution miracle. Hein. Alors après, si on veut utiliser autre chose que du travail du sol pour limiter le développement végétatif et fatiguer un petit peu la plante, puisqu'il y a aussi cette option-là, en fait, c'est de jouer sur un épuisement progressif de la plante en limitant dès que c'est possible son développement végétatif, c'est-à-dire une plante qui n'a plus de développement végétatif a beaucoup de mal à trouver de l'énergie quand même. Au bout d'un moment, ben, toutes les techniques de surface, entre guillemets, tonte, thermique, biocontrôle, peuvent petit à petit jouer, mais il est clair qu'à un moment donné, quand on veut régler un problème de manière plus durable, il va falloir employer les grands moyens. Hein. Je ne sais pas si, voilà, parmi vous, il y a sûrement d'autres viticulteurs ou d'autres personnes qui ont un peu cette expérience des choses. Le début, effectivement, pour arriver à continuer à utiliser des méthodes alternatives ou du travail du sol, le début, c'est bien la gestion des plantes problématiques. Merci. J'ai une question de Benoît Bazérol qui vous demande, Christophe, quel est votre avis sur l'utilisation des disques émoteurs? Est-ce qu'il y a un intérêt à les coupler avec des bineuses à doigts ou non? Alors oui, c'était un petit peu mon illustration là. En fait, il peut y avoir un intérêt, mais ce n'est pas systématique. En fait, je pense que ça dépend un petit peu d'où on part en termes d'état du sol. La combinaison, en tout état de cause, ça va accentuer la fragmentation. Et après, on peut se poser la question de savoir si le combiné à chaque fois est nécessaire ou pas, mais la fragmentation avec les disques émoteurs, elle est déjà pas mal. Les rotors de binage type doigt cresse ou autre, eh ben, ça va accentuer les choses avec un petit complément quand même sur la ligne des souches en particulier, puisque les disques émoteurs, ils travaillent à côté de la ligne des souches et ils ne travaillent pas dans la ligne des souches. Ils vont travailler en poussant de la terre, en fractionnant un peu avec la vitesse. On travaille un peu en dessous, mais c'est vrai que le rotor à doigt souple, lui, il va quand même entre les pieds.
Donc, cette complémentarité-là, elle est intéressante. Ok. Monsieur Sornin, peut-être vous avez un avis sur la question? Monsieur Sornin? Ah, je crois qu'on a un problème de connexion. On a quelques difficultés aujourd'hui avec le son. Je m'excuse auprès de vous. On va passer donc du coup à une autre question, celle de Vincent Dupéré. Quel outil préféré entre houe rotative et lame bineuse dans l'idée de réduire les passages, limiter l'émiettement du sol et l'érosion? Alors, Monsieur Guillot. ouais. Oui, il me semble que dans ces conditions-là, la réponse est dans la question, puisque les houes rotatives vont accentuer justement l'émiettage, la sensibilité à l'érosion, et par construction ne sont pas très rapides. Alors, je suis un peu gêné quand il s'agit de dire qu'est-ce qu'on préfère entre deux outils qui font vraiment un travail très différent. Je pense que moi, ce que je préfère, si on a les deux, c'est se garder une possibilité d'utiliser les houes rotatives en début de saison pour leur plus fort impact de désherbage, puisque ce sont des outils animés, donc qui vont avoir un impact plus fort, à une saison où peut-être on peut prendre le temps d'avoir un impact fort, et puis après intervenir avec des lames en complément, en entretien, plutôt que se poser la question de l'un ou l'autre. Mais si c'était vraiment l'un ou l'autre, je dirais les lames. Bien, merci. J'ai une question. Je crois que j'ai retrouvé mon micro, Marion, si vous m'entendez. Oui, oui, oui. Allez-y. Oui. Est-ce que oui, une réaction peut-être? Oui, alors c'est juste pour revenir sur la question d'avant concernant les disques émoteurs avec les étoiles. Bien sûr que c'est une bonne solution, mais il faut bien préciser et pas oublier de le préciser parce que là, on est un petit peu passé à côté. C'est pas un outil qui va suffire tout seul. Il faut à côté un autre outil intercept hydraulique pour compléter ça. C'est un bon outil, mais ça ne peut pas suffire tout seul pour se passer du glyphosate. Il faut bien le préciser parce qu'on a un peu tendance à avoir beaucoup de vidéos et de choses qui tournent. On croit que ça suffit, mais attention, il suffit pas d'acheter ça et de dire je vais me passer du glyphosate. Ça ne suffira pas. Là-dessus, je suis assez catégorique, sauf peut-être certains cas extrêmes, mais dans 99% des cas, ça ne suffira pas. Il faut un outil intercept à côté. D'accord, merci pour la précision. On a une question orale, une question de Bertrand Reynaud qui nous interroge sur un herbicide naturel. Bonjour Bertrand, est-ce que vous nous entendez? Ah, de nouveau un souci, Bertrand s'est en allé. Bien, donc je passe à une autre question écrite du coup. Une question de Lucie Marnet. Elle s'interroge sur des recommandations pour bien placer une intervention de désherbage pour accentuer l'effet de désherbage. Quand bien intervenir? Peut-être Monsieur Sornin? Oui, tout à fait. C'est très important comme question parce que effectivement, c'est primordial. Alors, pour bien intervenir, la règle, c'est il faut que le terrain soit en état. Donc, pas trop sec, pas trop mouillé, bien sûr. Mais souvent, ce qu'on oublie aussi de dire, c'est il faut anticiper la météo, il faut être assez performant sur la météo pour que derrière une intervention, il faut qu'il y ait quelques jours de beau temps pour pas que l'herbe repique. Sauf si vraiment on fait du décavaillonnage ou l'outil rotatif ou quelque chose qui chapeaute tout, qui retourne. Dans la mesure où on fait de la lame ou quelque chose comme ça, il faut impérativement que derrière, il fasse beau et chaud pour que l'herbe sèche sans reprendre de racines. Donc ça, il faut être assez performant de la météo, on va dire. Monsieur Gaviglio, un complément par rapport à cette question? Oui, peut-être pour juste appuyer effectivement sur l'anticipation et sur ne pas attendre d'avoir trop d'herbe, qui souvent est un réflexe pour avoir l'impression en fait de dire quand je sors les outils, je les sors pas pour rien, j'y vais quand il y a assez d'herbe à détruire. En fait, c'est dans beaucoup de situations, c'est une mauvaise idée parce que quand on a un mât racinaire qui tient la terre,
souvent les outils font des plaques. On soulève des plaques avec les lames, par exemple, puisqu'on parlait des lames, et on a du mal à émauter correctement, même avec des outils rotatifs. Plus le mât racinaire, et donc plus on a attendu l'herbe, finalement, plus ça va être difficile d'obtenir une bonne efficacité, puisque ce qu'on cherche à faire, c'est bien à fragmenter pour dissocier et avoir les bonnes conditions, effectivement, météo derrière pour que ça sèche. Sinon, ça peut très bien se repiquer. Voilà. Donc, si je peux me permettre, on peut aussi utiliser ce racinaire qui se tient, si on le passe dans des bonnes conditions, que derrière il fait sec, pour créer un paillage. On peut passer avec une lame plate sous une herbe et la laisser en place et qu'elle sèche sur place, surtout dans les parcelles où il y a de l'érosion. On peut utiliser ça, mais alors là, il faut être vraiment performant pour passer vraiment au bon moment pour pas que ça repique. Mais ça peut être, pour certaines parcelles, ça peut être utile. oui, pourquoi pas. C'est une stratégie qu'on peut envisager. Très difficile à maîtriser. Mais... Oui. Il y a une question sur le cryo-désherbage à base d'azote liquide, par exemple. Est-ce que, Monsieur Gaviglio, vous en avez entendu parler? Est-ce que vous êtes intéressé à cette technique? Alors, je suis obligé d'être honnête et dire que non, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas testé. Bon, dans l'absolu, pourquoi pas? Oui, on sait que le gel a un effet forcément sur la destruction des plantes, mais j'avoue que je ne connais pas de machine qui puisse faire ça à grande échelle sur des surfaces importantes. Mais dans l'absolu, pourquoi pas? Il faut être ouvert. Mais il y a la question de l'énergie, la question de l'application, la question de quantité. Mais j'avoue que je n'ai pas de référence dessus. Une question sur il y a beaucoup de questions sur comment choisir les couverts végétaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Par exemple, Mathieu Gouze qui s'interroge sur leur efficacité, même s'ils sont difficiles à mettre en place, nous dit-il. J'ai vu une autre question autour des... Pardon, je me perds. Bon, voilà. Grosso modo, est-ce que vous avez un peu d'informations à nous donner autour des couverts végétaux? Monsieur Gaviglio? Oui, alors je veux bien tenter une réponse. Je suis pas très à l'aise pour parler des couverts végétaux dans une session d'alternative aux herbicides parce que on les présente souvent comme un moyen de ne plus désherber et pour moi, c'est totalement dissocié en fait comme problématique. On utilise souvent les couverts végétaux pour protéger les sols contre l'érosion, donc avoir des sols couverts, bénéficier d'un certain nombre de services, voilà, on les appelle les couverts de service, c'est-à-dire l'action du réseau racinaire pour structurer, l'apport de matière organique, éventuellement l'apport d'azote exogène avec des légumineuses. Il y a plein de choses intéressantes qu'on peut attendre des couverts végétaux, mais en termes de réduction d'usage des herbicides, de non-utilisation des herbicides, je trouve que c'est pas le sujet, parce que si on veut mettre des couverts, quels qu'ils soient, plutôt que de désherber, finalement, si on a une vigne totalement couverte, à ce moment-là, on est dans une autre problématique. C'est-à-dire qu'on accepte d'avoir plus d'herbe que de sol désherbé, et donc on accepte un équilibre de compétition entre la plante et entre la vigne et l'herbe ou le couvert. Donc voilà, pour moi, on est vraiment à la limite. Je comprends que la question des couverts végétaux, elle est d'actualité pour de bonnes raisons, puisqu'il s'agit de se préoccuper du sol. Mais j'ai peur de ne pas bien faire le lien là avec sans glyphosate, je fais comment? C'est peut-être une bonne solution dans l'absolu d'utiliser les couverts. Ça pose beaucoup de questions par rapport, si on doit faire le lien avec aujourd'hui, à la première intervention de désherbage mécanique, puisque les couverts végétaux temporaires, si j'ai bien compris la question,
ces couverts végétaux qu'on va implanter pour détruire au printemps, quand ils ont fait beaucoup de biomasse, et donc quand ils prennent beaucoup de place en fait dans le vignoble. Et donc pour passer les outils aératoires, c'est plus complexe. Mais peut-être que j'ai pas bien saisi le sens ou l'orientation de la question, donc je reste ouvert. Non, je pense que vous répondez bien à la question. Il y a une autre question qui se pose, c'est sur l'entretien des plantiers. Comment faire pour les entretenir mécaniquement? Alors, tutorage. Je veux bien répondre à la question, parce que Oui, j'ai aussi une bonne pratique de ça. oui. Il faut les tutorer, chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Donc, il suffit de mettre un tuteur à chaque greffe. Quand je dis un tuteur à chaque greffe, le tuteur doit être vraiment, il doit toucher la greffe, parce que plus on veut être précis, plus il faut que le tuteur soit près de la greffe. Et puis, une fois qu'on a un tuteur qui tient la greffe, si on a un bon outil intercept, il n'y a pas de souci, hein. Ok. Et Christophe, vous voulez rajouter quelque chose? Non, non, tutorage. Et puis, un tuteur qui se tient bien au fil porteur, voilà, éventuellement des outils justement avec une sensibilité hydraulique pour ne pas trop s'appuyer justement, même si on a un tuteur. Mais voilà, jouer sur la sensibilité et sur la préparation du vignoble. Voilà. Une question d'ouverture de Léa Dufaux. Est-ce qu'il y a eu des évaluations en termes d'émissions en gaz à effet de serre de ces différents itinéraires techniques en travail mécanique? Oui, absolument. Alors, on sait que si on aborde les choses sous cet angle-là, le fait d'intervenir plus souvent qu'avec une rampe à désherber et en utilisant plus de puissance, dans l'absolu, ça ne peut pas donner un meilleur résultat en termes de bilan carbone. Voilà, après, on peut le chiffrer, on peut le quantifier dans différents vignobles, de plus ou moins forte densité, avec plus ou moins d'intervention. Je pense que si on devait donner des ordres de grandeur, oui, le désherbage chimique est compétitif par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Le désherbage mécanique est, suivant les situations, 2, 3, 4 fois supérieur. Et le désherbage thermique eh bien, est encore 2 à 4 fois supérieur au désherbage mécanique. Donc voilà, chimique, mécanique, thermique. Après, la question qu'il faut se poser par rapport à tout ça, c'est la place des interventions au vignoble dans le bilan carbone global de la filière. Ça permet de mettre en perspective un petit peu les enjeux par rapport à l'utilisation ou non de produits phyto. Et Monsieur Sornin, je ne sais pas si vous avez un complément. Ici, je veux juste préciser qu'on ne connaît pas, à ma connaissance, moi je ne connais pas le bilan carbone du glyphosate qui est, à ma connaissance, fabriqué en Chine, ou on ne sait pas trop où d'ailleurs, donc qui doit venir en bateau. Ça, on n'a aucune idée de ça, mais on pourrait peut-être être surpris éventuellement, déjà. Et puis aujourd'hui, de toute façon, est-ce qu'il vaut mieux avoir un moins bon bilan carbone et puis plus mettre de produits, ou c'est un long débat qui pourrait durer toute la soirée et on n'en viendra pas au bout de toute façon. Oui. Mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans cette question. C'est bien sûr très vite réducteur de dire on va passer plus de gasoil, donc le bilan est moins bon. Mais c'est trop simple. Si on avait vraiment tout, on pourrait peut-être avoir des surprises d'ailleurs. Ces études ont été faites, hein, y compris en prenant en compte les intrants chimiques, leur fabrication, leur transport. Mais en fait, j'ai envie de dire, la question, elle n'est pas là, puisque on oppose des enjeux qui sont très différents, en fait. On oppose des enjeux environnementaux tous les deux, mais à des échelles très, très différentes. Aujourd'hui, la question qui se pose dans le débat autour du glyphosate, c'est que, bon, voilà, c'est un enjeu alors de rapport aux consommateurs, mais aussi pour l'environnement, un enjeu qui est perceptible à une échelle locale, à une échelle de proximité, donc qui est plus facilement perceptible par le grand public que
une problématique d'émissions de gaz à effet de serre qui est très globale et dans laquelle chacun peut se poser la question de son impact. Hein. Et donc, c'est très difficile. On ne peut pas trancher ce débat aujourd'hui sur des enjeux qui sont à des échelles très différentes. On a des chiffres et voilà, ils sont ce qu'ils sont, mais encore une fois, c'est aussi une histoire de point de vue et d'adaptation et d'optimisation, puisqu'on sait que voilà, on peut regarder les choses très brutalement en disant bah, c'est 5 interventions contre 2, donc c'est moins bien. On peut dire aussi qu'on peut optimiser beaucoup de choses quand même, tant au niveau matériel qu'énergie utilisée, et que c'est pas parce qu'on en est là aujourd'hui que ce sera pas plus performant demain. Merci beaucoup pour ces réponses. Le moment est venu de nous séparer. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Je voudrais d'abord vous remercier pour vos questions et vous étiez extrêmement nombreux aujourd'hui, plus de 250, ça nous fait extrêmement plaisir. Je remercie également nos intervenants pour toutes les informations utiles qu'ils ont partagées avec nous. J'espère que ce webinaire a renforcé vos connaissances, qu'il vous sera utile pour cheminer dans la maîtrise de l'enherbement de vos vignes. Je vous rappelle que la présentation est accessible dans la console et que vous pouvez la télécharger. Ce webinaire sera bien sûr disponible en replay sur Vitisphère. Vous pourrez ainsi le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et vous recevrez demain un lien pour le visionner à nouveau. En quittant ce webinaire, un petit questionnaire va vous être proposé. S'il vous plaît, prenez quelques minutes pour le remplir. Je sais que c'est un exercice un peu fastidieux, mais il est très important pour nous améliorer et surtout pour vous proposer des contenus utiles pour vous. Bref, vous y gagnerez. On se retrouve en janvier pour un webinaire consacré aux cultures associées. Vous êtes déjà une centaine à vous y être inscrits. Vous pouvez le faire dès à présent d'ailleurs si vous ne vous êtes pas inscrit. Voilà, c'est le moment de nous séparer. Merci encore à vous tous. Prenez soin de vous, de vos proches et bon désherbage à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci pour votre attention. Merci à tous. Donc Marion, là, je peux finir la session. Partage.